La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà notre petit jingle préféré. Austérité, dette, Grèce, Banque Centrale Européenne, ce seront tous les mots-clés de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Donc vous êtes fidèle au poste comme chaque mois, donc juriste, membre de l'association pour une constituante. Bonjour André Bellon. Bonjour. Donc on a l'honneur d'avoir le président avec nous aujourd'hui. Et notre invité est Henri Sterdignac. Bonjour. Bonjour. Donc Henri Sterdignac, qui est économiste, directeur du département de l'économie de la mondialisation à l'OFCE, l'Observatoire français de la conjoncture économique, et bien sûr, et surtout, j'ai envie de dire, co-animateur des économistes atterrés, les économistes atterrés qui viennent de sortir leur nouveau manifeste, dont on pourra dire un mot à la fin. Voilà, alors donc... Là, et bien sûr, on va être tenté de parler de la Grèce, puisque quand on parle d'austérité, l'actualité nous amène rapidement à la Grèce. On va voir si la France peut se comparer, ou si ce qui s'est passé en Grèce peut nous inspirer. Et puis, on sera aussi tenté de demander à Henri Sterdignac quelles vont être les difficultés du nouveau gouvernement grec et si les alternatives à l'austérité vont pouvoir être mises en place. Voilà notre menu. Bon, alors on commence par la France. Henri Sterdignac, on a envie de vous demander déjà faire un petit point sur la situation économique de la France. On n'est pas aussi endetté que la Grèce, mais est-ce que la question de la dette est si grave ou pèse si lourdement dans l'économie de la France qu'il faille à tout prix des politiques d'austérité, qu'il n'y ait pas d'autres alternatives? Le problème de la dette est sans doute secondaire dans la situation française. Le grand problème que nous avons, c'est qu'en 2007, il y a eu une crise financière importante. Cette crise financière a provoqué une rupture dans notre rythme de croissance. On a eu une décroissance très forte en 2009. Ensuite, on est un peu reparti, mais les politiques d'austérité ont brisé la croissance. Et depuis 2011, la France a une croissance extrêmement médiocre, qui est insuffisante à résorber le chômage. Et donc, la question qui se pose, c'est la question de la croissance. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un sursaut, un choc de croissance, un choc d'emploi dont l'économie française a besoin? Il est évident que si on a ce choc de croissance, on n'aurait pas le problème du déficit, on n'aurait pas le problème de la dette. Donc la question qui se pose, c'est le choc de croissance. Comment le provoquer, ou est-ce qu'il faut y renoncer à jamais? C'est la grande question qui se pose. Et donc, alors pour provoquer ce choc de croissance, est-ce que les remèdes qui ont fait leur preuve ou qui ont semblé faire leur preuve dans le passé peuvent toujours être appliqués, c'est-à-dire ce qu'on appelle les politiques keynésiennes de relance? Ce sont des hypothèses qui sont toujours valables? Ben vous savez, on est dans un monde mondialisé, on est dans le capitalisme financier, et donc c'est pas si simple. Le keynésianisme, la social-démocratie, ça correspondait peut-être à ce qu'on a connu, la forte croissance qu'on a connue jusqu'en 1975, 45-75, ça correspondait à un certain type de compromis social. Et ce compromis a été brisé avec le néolibéralisme. On est dans une nouvelle situation. On a des
des marchés financiers qui sont gourmands, on a des entreprises qui veulent une très forte rentabilité et qui en même temps ne veulent pas investir en Europe, en France. Et donc la situation est difficile. Et donc à partir de là, vous avez le choix entre plusieurs stratégies. Il y a une première stratégie qui consiste à dire laissons faire la finance, laissons faire les marchés, acceptons d'être plus compétitifs, de mettre en cause le droit du travail, la régulation, et puis faisons confiance au capitalisme pour que ça marche. Le modèle, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. Il faut accepter la croissance des inégalités, il faut des baisses de salaire pour les salaires les plus bas, de manière à ce qu'on accepte de les embaucher. C'est une première solution. Il y a une seconde solution qui consiste à dire, c'est ce qu'on préconise dans le manifeste, il faut un tournant écologique, il faut remettre en cause la croissance des inégalités, il faut se donner un objectif d'économie sobre, solidaire, avec une forte intervention publique, une forte intervention des citoyens, une forte intervention des travailleurs, et il faut réfléchir comment on met ça en place. C'est une seconde stratégie. Et puis, la troisième stratégie, qui est de dire on va essayer de gérer au jour le jour en prenant des mesures traditionnelles keynésiennes de politique budgétaire et de politique monétaire. Et le problème, c'est que les politiques budgétaires et les politiques monétaires ont du mal à marcher compte tenu de la profondeur de la dépression. Et donc, c'est la situation un peu dramatique où nous sommes. Alors si on prend la première stratégie, qui est celle dans laquelle on se trouve actuellement, même si on n'est pas la Grande-Bretagne ni les États-Unis, donc on est dans une sorte de cercle, comme on l'a très bien vu dans la chronique précédente, donc avec des crises qui augmentent la dette, qui déclenchent des politiques d'austérité, qui donnent lieu à d'autres crises, etc. On est dans ce cercle-là et on n'en sort pas. Oui, on est dans ce cercle-là. C'est la politique que l'Europe a lancée. L'idée, on demande aux travailleurs de chaque pays de se battre les uns contre les autres. Il faut être le plus compétitif possible. Donc, il faut accepter des baisses de salaire. Il faut accepter de remettre en cause progressivement la protection sociale. Il faut remettre en cause le droit du travail, le droit du licenciement. Tout ça a tendance naturellement à briser la croissance. Il faut réduire les dépenses publiques. Le grand objectif, c'est réduire les dépenses publiques. Le problème, du coup, ça brise la croissance. Comme ça brise la croissance, le profit des entreprises ne se rétablit pas. Parce que quand il n'y a pas de croissance, les entreprises ne peuvent pas avoir de profit. Et du coup, les entreprises ne sont pas incitées à investir dans des pays qui n'ont pas de croissance. Et donc, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'effectivement, comme il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de rentrée fiscale. Et ça repart pour un tour. Et donc, c'est la situation tragique que nous connaissons en Europe. Et l'Europe n'a pas réussi à dire il faut changer ce cercle vicieux. Et jusqu'à présent, on est toujours enfermé dans ce cercle. Évidemment, en Europe, c'est compliqué par le fait qu'il y a des pays différents, avec des situations différentes. Et donc, c'est pas simple de faire de la politique économique. C'est ça le drame de l'Europe. Alors, c'est quand même assez hallucinant de voir à quel point on tire pas les enseignements de ce qui se passe, des différentes crises qui ont lieu depuis longtemps, mais en particulier depuis 2007. On n'a absolument pas changé de cap. Alors, est-ce que, comme on l'entend ces derniers temps, il y aurait un infléchissement de la politique de la Banque centrale européenne qui aurait le droit de faire des nouvelles choses qu'elle n'avait pas le droit de faire avant, ou qui s'autoriserait à intervenir différemment d'avant? Est-ce que ça, c'est un signe que les choses changent un peu ou pas? Il faut être conscient du fait que l'Europe est un machin
comme disait le général de Gaulle, qui fonctionne de manière extrêmement saugrenue. Et donc, on a la Commission, on a le Conseil, on a la Banque Centrale Européenne, avec chacun ses limites. Une des limites importantes de la Banque Centrale Européenne jusqu'à présent, c'est qu'elle peut faire qu'une politique unifiée pour l'ensemble de la zone, ce qui est bien sûr pas commode quand les pays sont dans des situations différentes. Et la BCE, depuis un certain temps, et notamment sous Draghi, s'est lancée, mais comme beaucoup de banques centrales, dans ce qu'on appelle des politiques non conventionnelles, c'est-à-dire tout faire pour essayer de sortir de l'ornière. Donc la BCE a mis ses taux d'intérêt à 0, ce qui est quand même une nouveauté. Elle a même des taux d'intérêt négatifs pour les banques qui placent leur liquidité auprès de la BCE. Donc la BCE fait tout pour essayer de refaire, pour repartir les économies. Elle a inondé les banques de liquidités. Donc elle a déjà fait des vastes programmes de refinancement des banques. Elle a fait des programmes de refinancement privilégiés, ce qui déjà est totalement pas conforme à l'orthodoxie. C'est-à-dire qu'on favorise théoriquement les banques qui font du crédit aux entreprises productives. Et puis, la BCE, là, va acheter massivement de la dette publique des États, sachant que c'était plus ou moins interdit par le traité. Mais bon, le traité était un peu absurde sur ce plan-là. Alors, bon, donc d'un côté, c'est extrêmement sympathique, mais de l'autre, le problème, c'est que les banques ont déjà beaucoup de liquidités, donc ça ne les intéresse pas tellement de pouvoir en avoir plus. Le problème, c'est que la BCE va acheter massivement des titres allemands, des titres français, parce que les achats, c'est proportionnel au PIB, donc elle va acheter des titres allemands, des titres français, alors qu'il y a déjà beaucoup de gens sur les marchés qui en veulent. Donc les taux d'intérêt sur la dette publique allemande ou française sont actuellement à des niveaux extrêmement faibles, puisque la France, hier, s'endettait à 0,6% à 10 ans, ce qui est un taux extrêmement bas. Donc que la Banque centrale se précipite pour acheter des titres français, ça va pas faire grand-chose. Et la BCE n'a pas osé dire je vais acheter en priorité les titres des pays qui sont un peu menacés par les marchés financiers, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne un peu, et puis surtout la Grèce. Et donc, on peut penser que ça ne va pas servir à grand-chose. C'est ce qu'on appelle arroser après la pluie. Voilà, les banques ont déjà été extrêmement arrosées. Alors, et puis, il y a un petit point amusant dans l'histoire, comme ça, c'est que la BCE a décidé que ce seraient les banques nationales qui achèteraient les titres de leur pays, ce qui est quand même quelque chose de totalement prodigieux, puisque jusqu'à présent, on nous disait la BCE, c'est un organisme central avec simplement des succursales, la Banque de France, la Banque nationale de Grèce, qui n'ont plus aucune autonomie. Et là, brusquement, on dit... non, c'est la Banque de France qui va acheter les titres français et qui va porter le risque, ce qui est une petite nouveauté amusante. Donc le fait que la Banque Centrale Européenne achète des titres des nations, des pays, c'est nouveau. Ça veut dire qu'en gros, elle prête à la France, elle prête à la Grèce. Et ça, c'est quand même nouveau. Alors, par contre, vous dites, elle prête à tout le monde et en plus, elle prête pas au moment où on en a besoin, parce que c'était au moment où la Grèce était en difficulté qu'il fallait l'aider. Mais est-ce que c'est trop tard maintenant ? D'abord, ça fait... donc, c'est M. Trichet qui a commencé à accepter que la banque achète des titres. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Donc, la banque... Depuis un certain temps, la banque achète des titres publics. Monsieur Draghi avait dit qu'elle ferait ce qui sera nécessaire pour préserver l'euro. Et Draghi va acheter des titres, mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de limites. On ne va pas acheter en priorité des titres grecs. Compte tenu du fait que la Banque centrale détient déjà de titres grecs, il va falloir attendre 6 mois avant qu'elle commence à en acheter de nouveaux. Donc la mesure
n'est pas directement une mesure de soutien à la Grèce, hein, c'est une mesure générale visant à faire baisser les taux d'intérêt. Mais le problème, c'est que on fait baisser les taux d'intérêt sur la dette publique qui sont déjà extrêmement faibles et on ne résout pas la question qui est quand même les entreprises hésitent à investir et on n'a pas de... On ne se donne pas les moyens d'avoir une relance productive, une relance écologique. Voilà, donc ça risque de pas faire grand-chose. Bon, il y a un aspect psychologique, hein, qui est une question de mode, qui est que la mode maintenant, c'est ce qu'on appelle le QE, l'assouplissement quantitatif. C'est-à-dire la banque qui dit je vais acheter massivement des titres, c'est la mode. Et donc le marché s'attend à ce qu'on le fasse. Donc on le fait. C'est pas pour autant que c'est efficace. Alors il y a un petit point efficace quand même, c'est que ça va faire baisser l'euro par rapport au dollar, ce qui est sympathique, mais bon, c'est tout, quoi. André. Oui, je n'aurais pas, à vrai dire, grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Henri Serdignac, mais pour placer sur un plan un peu différent, bon, il a d'abord fait une remarque, la dette, et ça c'est important, c'est un produit collatéral d'une politique. C'est pas le problème en soi. C'est parce qu'il y a une politique d'austérité que se crée la dette. Donc il faut revenir en amont et dire quelle politique mène-t-on. Deuxième remarque, quand on dit on a décidé de faire ceci on, c'est qui, hein, c'est pas moi, c'est pas vous, hein. Il y a bien des intérêts qui ont mené une certaine politique et qui y trouvent apparemment avantage. Et ces intérêts-là, ce sont ceux qui ont mis en place le système dans lequel on est. La mondialisation, comme on dit, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, contrairement à ce qu'on nous assène comme discours dominant. C'est quelque chose qui a été voulu, en particulier dans les années 80. Lorsqu'on a libéré la circulation des marchés financiers, enfin des produits financiers, c'est bien une volonté politique qui est partie du monde anglo-saxon, qui s'est répandue partout et qu'on subit aujourd'hui. Donc, quels sont les acteurs politiques et sociaux et quelles sont les conséquences politiques et sociales? Bon, il y a effectivement un monde qui est plutôt dans une forme de domination aujourd'hui. Et puis, les autres, en particulier les salariés, parfois ils subissent sans avoir grand-chose à dire. Troisième remarque, l'Europe. La question de la dette, bon, elle n'est pas neuve dans l'histoire. Hein, des dettes importantes, il y en a eu tant et plus. Hein. Je pense à la Turquie au début du XXe siècle, l'Allemagne après la guerre de 14. La nouveauté, c'est que dans ces cas-là, il y avait un pays qui avait la dette, et puis il y avait un créditeur, éventuellement un créditeur principal. Hein. Souvent l'Angleterre d'ailleurs, dans les deux cas, dans le premier cas que j'ai cité sur l'Empire ottoman, sur l'Allemagne c'est un peu plus compliqué. Et puis ma foi, on avait ces deux acteurs qui étaient face à face et qui essayaient de régler la question. Bon, alors, par des méthodes plus ou moins musclées, comme l'histoire l'a montré, mais bon. Aujourd'hui, on se trouve, c'est pas du tout de la même chose, on se trouve sur une situation de dette dans un espace qui n'est pas un État, l'Union européenne, mais qui a quand même des particularités d'État. Et donc, au fond, la dette, si on la gère pour un pays, ça remet en cause l'ensemble de l'équilibre. Et donc, ce n'est pas uniquement un problème économique, d'ailleurs, y a-t-il des problèmes économiques autonomes, mais c'est vraiment un problème géostratégique. La Grèce, elle est face à qui? Et elle va s'adresser à qui? Et se repose curieusement un problème qu'on nous disait comme résolu, ça je ne l'ai jamais cru, c'est celui des nations. Quelle est la position de la nation grecque? Quelle est la position de... Et le fait même qu'on renationalise quelque part la dette, c'est la preuve même que cette question existe. Or, cette question, on ne veut surtout pas l'évoquer. Et qu'on le veuille ou pas, elle va nous revenir dans la figure.
et on va le traiter sur un mode démocratique ou sur un mode non démocratique. Et c'est toujours la même question qu'on se repose. Alors c'est intéressant de mettre tous ces problèmes en perspective et je vais même enfoncer un peu le clou puisque on dit la dette n'est pas forcément le problème central et puis vous l'avez très bien mis en perspective ce problème. Dans le manifeste des économistes atterrés, vous aimez bien tordre le cou aux idées reçues. Alors il y a du boulot puisque il y a un certain nombre d'idées reçues qu'on entend à longueur de journée dans les grands médias. C'est la situation c'est simple, un État c'est comme un foyer, il faut pas dépenser plus qu'on ne gagne et donc il faut pas que la dette s'accroisse, il faut gérer en bon père de famille comme son foyer. Alors, Henri Sterdyniak, je pense que vous avez dû répondre 200 fois à cette question, mais bon, on va demander la 201e fois. Donc, cette idée reçue de la bonne gestion des dépenses et des revenus, elle s'applique. Quelle est la différence entre le foyer et la gestion d'un État comme la France ou la Grèce? Pour la France ou la Grèce, c'est pas tout à fait pareil. Il faut bien distinguer. On va parler que de la France, là. On va pas parler de la Grèce. D'accord. Donc, alors, allons-y sur la France. Donc, un foyer et un État sont très différents. D'abord parce que le foyer meurt un jour. Enfin, les gens meurent un jour. Tandis que les États sont immortels. Et donc, les États peuvent en permanence avoir une dette publique. Il n'y a pas un moment, une génération à qui on dit brutalement remboursez la dette de vos parents. La dette de l'État, elle est éternelle. Second point qu'il faut voir, c'est que la dette, elle est désirée, parce qu'il y a des marchés financiers qui veulent de la dette publique. Il y a des gens qui veulent détenir des titres sûrs pour leur retraite. Et donc ces gens-là, ils veulent détenir de la dette publique, et donc l'État doit fournir de la dette publique aux gens qui la souhaitent, qui veulent un actif. Si vous demandez à votre compagnie d'assurance de vous assurer, de vous fournir une assurance vie. La contrepartie, c'est une dette publique, parce que c'est un actif sûr. Et l'autre particularité de l'État, c'est que l'État, lui, contrairement à vous, a une mission de régulation macroéconomique. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il doit gérer les finances publiques pour assurer le mieux qu'il peut le plein emploi. Et donc, on est dans une période où les ménages épargnent beaucoup, où les entreprises ne veulent pas investir. Pour soutenir l'activité, l'État est obligé de faire une dette, d'avoir un déficit, parce que sinon, l'activité s'effondre. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui, notamment en France, c'est une dette, un déficit qu'on appelle, nous, un déficit de régulation, qui est nécessaire pour soutenir l'activité. La preuve, c'est que les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro, ce qui veut dire que les dépenses publiques n'évincent pas les dépenses privées. On a besoin du déficit public, tout simplement parce que les entreprises investissent pas assez et les ménages épargnent trop. Ça signifie naturellement pas que l'État ne doit pas être bien géré. Bien sûr, il faut bien gérer l'État. Il faut assurer que les dépenses publiques sont utiles et que les impôts rentrent et sont équitables. Et ça ne signifie pas qu'à un certain moment, le déficit public peut être excessif. Mais pour juger si le déficit public est ou pas excessif, la règle, c'est pas de dire c'est pas 0, c'est pas 3, c'est simplement de dire est-ce qu'il contribue à la régulation macroéconomique ou au contraire, il oblige les entreprises à investir moins, il oblige les taux d'intérêt à être extrêmement élevés. Et donc, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, donc, on a une dette qui représente pour la France à peu près... qui va 95% du PIB, mais cette dette, aujourd'hui, on peut la financer à des taux extrêmement bas, inférieurs. Vous savez qu'à 1 ou 2 ans, on emprunte à des taux qui sont négatifs, tellement il y a des liquidités qui traînent, et à 10 ans, on emprunte à 0,6%, ce qui prouve qu'il y a beaucoup d'argent qui traîne. Donc la question qui se pose, à la limite, c'est comment faire pour éviter qu'il y a tellement d'argent qui traîne dans l'économie,
Pourquoi il y a de l'argent qui traîne? Parce que d'un côté, il y a des pays comme l'Allemagne, comme la Chine, comme l'Arabie Saoudite, qui accumulent des excédents au détriment des autres pays. Et puis, on a des pays où il y a des fonds de pension qui accumulent des actifs. Et puis surtout, il y a une croissance des inégalités qui fait qu'il y a des riches, et les riches, ils veulent placer leur argent, et donc ça coince. Donc c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc on voit que ça nécessite quand même un peu d'explication par rapport aux raccourcis, pour démonter un peu ces raccourcis qu'on entend habituellement. Donc la dette publique, c'est pas forcément si diabolique que ça. Non, c'est pas si diabolique. Il faut savoir aussi que certes, on paye des intérêts sur la dette, mais en même temps, chaque année, on emprunte librement, massivement sur les marchés financiers. Ce qui fait que le solde, il est positif. Jusqu'à présent, pour la France, les marchés financiers, chaque année, nous apportent 40 milliards nets des intérêts. Donc, la dette nous permet de financer l'investissement public. Et elle ne nous empêche pas de faire des investissements, contrairement à ce qu'a pu dire le président de la République et le Premier ministre à certains moments. Louis. Oui, moi, ce qui me paraît, pour prolonger un peu ce qui a été dit, les points sur lesquels on pourrait s'interroger, c'est un premier point. Est-ce que l'on peut et l'on doit accepter la perte de la souveraineté monétaire d'un État souverain, comme l'était évidemment la France, ce qui signifie qu'il ne bat plus monnaie, etc., et que lorsqu'il est dans une situation économique conjoncturelle et difficile, il n'a plus les leviers, évidemment, pour faire face avec ce qu'on appelait la planche à billets, l'émission de la monnaie, une dévaluation, etc., etc. Donc ce qui appartenait à l'arsenal un peu classique quant à la manière de gérer les finances publiques et une situation économique. Le deuxième point, qui est dans le prolongement de ce premier point, c'est que à la suite de cette perte de souveraineté monétaire, s'est ajoutée la perte de la souveraineté budgétaire. C'est-à-dire que désormais, tous les budgets des pays membres de l'Union européenne sont passés au crible de la Commission de Bruxelles. Et donc, lorsque l'on dépasse le déficit autorisé, il faut revoir sa copie, etc., etc. Ça, c'était le fameux pacte de stabilité. Voilà, le fameux pacte de stabilité. Ce qui montre, qui est dans le prolongement du traité de Maastricht, etc., mais qui a été encore aggravé, puisque là, on a une série de sanctions qui peuvent être prises contre les États qui ne sont pas dans l'orthodoxie budgétaire. Donc il y a là une perte aussi de souveraineté, à savoir comment conduire une politique économique avec des objectifs politiques propres, au moyen, évidemment, de la nécessité d'avoir un budget qui soit au service de cette politique. Là, on a perdu également un levier. Et le troisième point concerne là les politiques de l'Union européenne. Dans les pactes dits de stabilité et de croissance, les politiques européennes ont jusqu'à présent, en gros, mis davantage l'accent, me semble-t-il, mais Henri Cyrniac le dira peut-être mieux que moi ou corrigera, ont mis l'accent sur l'aspect stabilité plutôt que sur l'aspect croissance. Et cet aspect stabilité, qui l'a payé? Eh bien, c'est la pression qui a été opérée sur les salaires, et en précarisant un petit peu les salariés des pays de l'Union européenne à partir du moment où on n'avait pas une économie qui était en croissance suffisante et où donc par la suite les entreprises faisaient pression sur les salaires pour continuer un petit peu à vivoter, si je puis dire, etc., et à être toujours dans le jeu de la concurrence, de la guerre économique entre elles, puisque le libre-échange, c'est la guerre économique entre les entreprises. Voilà, j'ai dit. Voilà, alors André, vous vouliez rajouter oui, juste avant de donner la parole à petite bricole. D'abord, on est assommé depuis des années
de chiffres, de mots d'analyse économique, ça en devient dramatique. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'ils maîtrisent et le discours et la situation, alors qu'en fait, on leur impose la manière de penser. Je prends 2 exemples. Le fait qu'on ne raisonne plus qu'en pourcentage et jamais en valeur absolue, ce qui est une hérésie en termes même économiques. Deuxièmement, cette manière de comparer des flux et des stocks. Même la dette par rapport au PIB, c'est pas de la même nature. Il y a d'un côté c'est un stock, de l'autre c'est un flux. Bon, une fois que j'ai fait ce remarque qui consisterait à dire que si on nous abreuvait moins d'économie, on comprendrait peut-être mieux l'économie, je dirais, le problème, il y a des tas de problèmes qui se posent, mais à le limiter à la question des contraintes, des règles économiques et de la manière de penser, on a fini par oublier, et ça nous ressurgit aujourd'hui avec la question de la Grèce, et c'est là qu'elle est fondamentale. On a fini par oublier que ça concerne des hommes et des femmes qui sont dans des situations dramatiques. Et on a fini par oublier un concept pourtant simple, la démocratie. Moi, ce qui m'a frappé dans la première déclaration du nouveau Premier ministre grec, c'est qu'il a commencé par parler de l'humiliation qu'avait subi le peuple grec. C'est bien un mot humain, ça. C'est pas nous avons tel pourcentage, ceci ou cela. Nous sommes humiliés, il faut sortir de cette humiliation. Donc il a posé le problème sur son aspect humain et sur son aspect collectif. Et nous sommes alors là, pour le coup, vraiment confrontés à la question, est-ce qu'on va accepter un résultat démocratique, avec les conséquences qu'il implique? On a bien voté pour quelque chose en Grèce. De la même qu'en France, le 29 mai 2005, on avait voté pour dire non à un traité. Bon. Un gouvernement digne de ce nom aurait dit « j'ai l'appui de mon peuple, je vais renégocier ». Là, pas du tout. C'est pareil, on fait le même pire, d'une certaine façon. Donc, la démocratie, elle est en jeu. C'est pour ça que moi, je reprends toujours le slogan que j'avais utilisé là pour le monde diplomatique. Le choix, bonapartisme ou constituante, autoritarisme ou démocratie. Et c'est ce choix devant lequel on est. Et ce n'est pas uniquement de savoir si on peut avoir telle ou telle méthode. Alors, donc, si on pose cette question sur le cas de la Grèce qui sort de ces élections, donc, comme vous le dites très bien, le nouveau gouvernement, il a été élu pour quelque chose. Pourtant, alors, ce qu'on entend continuellement, c'est voilà, on n'est pas sûr qu'il va être capable, qu'il va pouvoir faire ce qu'il souhaite. Alors, donc Henri Sterdyniak, on va profiter de votre présence pour vous demander donc quels sont les freins en fait, ou qu'est-ce qui risque, ou qu'est-ce qui pourrait ou risquerait d'empêcher le gouvernement grec de de sortir de cette politique d'austérité et d'aller vers des alternatives, quoi. Qu'est-ce qui ferait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut? Vous savez que la situation est extrêmement simple. Donc les classes dirigeantes en Europe ont dit voilà, il n'y a pas autre solution que de construire l'union monétaire, économique et monétaire. Et l'union économique et monétaire, ça veut dire que les pays perdent une grande partie de leur souveraineté et qu'ils doivent accepter des règles qui sont dictées par des accords, des traités. Donc il y a le traité budgétaire, il y a le traité qui institue le mécanisme européen de solidarité, il y a de stabilité, excusez-moi, il y a la Constitution européenne. Et dans ce cadre-là, la règle, c'est les pays prennent des engagements et ces engagements doivent être tenus, quel que soit le changement de gouvernement. Et donc, dans ce cadre-là, les changements de gouvernement n'ont aucune importance. Et du point de vue européen, ce que risque de dire la Commission et le Conseil au nouveau gouvernement, c'est très bien, vous avez été élu, mais vous devez respecter le mémorandum que le gouvernement précédent a signé. Et dans ce mémorandum, il est prévu que vous remboursiez vos dettes et que pour ça, vous fassiez des politiques d'austérité. La Grèce actuellement a un déficit public, a une dette de 180% du PIB. Le traité dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une dette supérieure à 60% du PIB, donc il faut en 20 ans passer de 180 à 60, et un petit calcul extrêmement
extrêmement simple vous amène à dire que chaque année, il faut consacrer, grosso modo, 6% du PIB pendant 20 ans à la réduction de la dette, ce qui est quand même énorme pour un pays qui est en détresse complète économique et sociale. Donc à partir de là, nous avons le choix entre trois solutions, et on va voir ces trois solutions. La première solution, c'est la solution Hollande, c'est-à-dire qu'on s'écrase et on accepte on accepte de respecter ce qu'a signé le gouvernement précédent, et donc c'est tout à fait catastrophique pour la Grèce et pour la démocratie. Il y a une seconde solution qui est la bonne solution, qui consiste à dire, voilà, on remet tout sur la table. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, sans doute l'euro est une grosse erreur, mais c'est fait, et à partir de là, on regarde ce qu'on peut faire, et ce qu'on peut faire, c'est dire aux Grecs, vous avez une dette qui est de toute évidence insoutenable, vous ne pourrez pas la rembourser, donc on la prend en charge au niveau de l'Europe, on la met dans un petit coin, et puis comme au niveau de l'Europe, c'est tout petit, voilà. Ça, c'est la solution sympa. Le tout, c'est savoir, est-ce que la solution sympa va l'emporter? Et puis, il y a la troisième solution qui est possible, qui consiste à dire, d'un côté, l'Allemagne et le Conseil dit on ne bouge pas, respectez les engagements. Et de l'autre, Syriza dit je suis élu pour autre chose. Et à ce moment-là, c'est le clash. Et à partir de le clash, ensuite, c'est l'affrontement dont on ne sait pas ce qui peut donner. Mais on peut très bien imaginer que la Grèce devienne un nouveau Cuba, qu'effectivement, elle sorte de l'Union européenne, qu'elle ne rembourse pas sa dette. Pour se venger, on lui impose un blocus et que ça devient un Cuba à l'intérieur de l'Europe. Ce n'est pas l'intérêt des Grecs, ce n'est pas notre intérêt à nous, Européens, ce n'est pas notre intérêt à nous, Français. Et donc, il est très important qu'on se mobilise pour dire à notre gouvernement, aux organisations de gauche et au Parti socialiste européen, il faut faire pression pour la deuxième solution, c'est-à-dire une solution de compromis où on accepte de prendre en charge d'une manière habile la dette grecque, de la mettre dans un coin et de ne pas la rembourser rapidement. Alors donc une coopération est acceptée Mais évidemment, le problème, c'est que l'Allemagne va dire c'est pas possible parce que évidemment, ça serait un mauvais exemple que de dire oui, l'austérité est pas fatale, on peut sortir de l'austérité reconstituer les services publics en grec, reconstituer la protection sociale, et puis ne pas rembourser la dette, accepter un moratoire. C'est contraire à l'orthodoxie, mais c'est la seule solution. Et la BCE nous a déjà montré qu'on peut et on doit sortir de l'orthodoxie, sinon il n'y a pas de solution. Un précédent. Alors, ce qu'on entend habituellement, c'est oui, mais alors si on fait ce que vous dites, ce scénario 2, c'est nous qui allons payer pour les Grecs. Donc là, il y a tout un discours populiste vous disant voilà, Français, si vous acceptez ça, c'est vous qui allez payer, ça va coûter je sais pas combien par personne, etc., etc. Vous dites c'est tout à fait soutenable. Je dis d'abord, la Grèce ne remboursera pas, donc de toute façon ou d'une autre, c'est inéluctable. De l'autre, qui est-ce qui va payer alors? Vous savez, c'est un jeu d'écriture. Bon, la Grèce doit 180% du PIB. On va dire voilà, on crée un organisme ad hoc, et l'organisme ad hoc, il va petit à petit laisser cette date s'éteindre. 180, il faut comparer le problème grec à ce qui s'est passé avec la faillite de Dexia. Voilà. On paye pour Dexia, on va payer pour Dexia, on va payer pour la Grèce, mais voilà, c'est de la dette qui va s'accumuler, et il faut que ce soit un simple jeu d'écriture. Il faut trouver une manière pour que ce soit un simple jeu d'écriture. Hein. Vous voyez là, la Banque Centrale Européenne a donné 1000 milliards aux banques. Là, elle va le dire, on va redonner, on dit aux banques, voilà, il y a 1140 milliards qui sont disponibles. Voilà, la dette grecque, ça va être que 250 milliards. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on donne déjà. Donc, faut mettre ça dans un petit coin et ne pas trop y penser.
Louis ? Oui, je dirais qu'il y a un précédent, puisque la dette de l'Allemagne suite au second conflit mondial, en 1953, avait été réduite de 62%. Accord entre les alliés, etc. Il faut voir que depuis 1945, naturellement, pas depuis 1945, j'exagère un peu, depuis 1958, depuis que les pays sont indépendants, enfin, les pays émergents ont souvent, très souvent, faire défaut sur leur dette, et puis, bon, voilà. Vous savez, la dette, c'est un peu fictif, faut pas y attacher trop, d'importance, hein. Le problème, c'est la bêtise des pays qui se disent, voilà, je vais accumuler des réserves, accumuler des réserves, et ces réserves, je vais pouvoir les utiliser dans 20, dans 30 ans. Le problème, c'est que quand vous accumulez des réserves, vous êtes obligé de les prêter à des pays qui obligatoirement sont des pays dépensiers, et vous n'êtes absolument pas sûr de les récupérer un jour. Et donc, il faut dire, ben voilà, ils vont les perdre. Les gens qui accumulent des richesses, et voilà. Comme on le dit, il ne faut pas accumuler des richesses sur Terre, il faut accumuler des richesses dans nos cœurs ou au ciel. Puisqu'on parlait après la Deuxième Guerre mondiale, quelque part le plan Marshall, c'est une réponse du même genre. Oui. Bon. Il faut une réponse du même genre. Bon. Il faut considérer qu'il faut un plan Marshall pour la Grèce. Et l'avantage de Syriza, et on va le voir, c'est là où ça va jouer, c'est qu'il faut que Syriza ait la capacité de changer en profondeur la société grecque, de réduire l'importance des oligarches, de faire payer l'Église, de faire payer les armateurs, de réduire la corruption généralisée du pays. Et c'est ça qui va être important. Et c'est là où il faut soutenir Syriza sur ce programme. Et alors, si on prend l'exemple du plan Marshall, bon, on voit très bien, mais c'est aussi un problème géostratégique pour le coup. C'est les États-Unis face à l'URSS à l'époque. Il y a là aussi un problème géostratégique. Là où moi j'ai un doute, c'est quelle est la nature géostratégique de l'Union européenne. Il n'y en a pas. Chaque pays, par exemple, les relations avec la Russie, c'est extraordinaire. L'attitude de la Hongrie en ce moment par rapport à la Russie, ils font venir Poutine alors que les autres disent qu'il faut taper sur Poutine. Bon. Donc, est-ce que ça a un sens de parler de politique internationale aujourd'hui dans l'Union européenne? Et c'est ça aussi l'unité et le risque de désunion d'ailleurs. Donc l'union s'est faite essentiellement économique, sur un espace économique et pas politique. Elle s'est faite aussi sous la pression américaine dans les années 50. Bon. Alors effectivement, l'exemple allemand de la dette allemande rappelé par Louis est quand même assez piquant, puisque l'Allemagne est quand même celle qui est en Europe le plus orthodoxe, si je ne me trompe pas. Il y a même un professeur d'histoire allemand, Albrecht Ritchie, qui estime que lorsqu'on parlait du miracle économique allemand, en fait, c'était jamais que la remise des dettes de guerre de l'Allemagne et également le plan Marshall qui ont permis le miracle économique allemand. Et que donc, c'est pas propre, comme on l'a tout le temps dit, au fait que l'Allemagne se serait remise au travail, retroussé le... Elle l'a fait sûrement. Elle l'a fait sûrement. Le problème de la Grèce, c'est qu'il va falloir qu'elle le fasse aussi. Voilà, bien sûr. Le problème, c'est que il faut qu'elle le fasse. Il faut que la société grecque se mobilise d'une façon ou d'une autre pour redevenir une société productive qui s'insère d'une façon ou d'une autre en Europe de manière satisfaisante. Le problème, c'est que l'Europe a tendance à imposer à tous les pays des normes et des politiques identiques, alors que les pays sont essentiellement différents. Et donc, c'est la stupidité de la construction européenne. Donc, on pensait que les pays allaient converger. En fait, ils ont divergé. Et donc, c'est difficile à faire. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Va-t-il y avoir cette coopération et qui va aboutir à la renégociation de la dette de la Grèce et puis, comme vous le dites, ce plan Marshall ou cette aide envers la Grèce? Ou au contraire, est-ce qu'on va arriver à un bras de fer? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, je suppose. Oui, jusqu'à présent, il est trop tôt pour le dire. Les instances européennes disent que elles sont relativement fermées, et donc on va voir maintenant.
le 12 États également, est-ce que ça sera un compromis Est-ce qu'effectivement on dira on annule une partie de la dette directement, ou est-ce que en fait il y aura un compromis dans lequel on dit on met un moratoire de 10, de 20 ans, ça on va voir. Le grand enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va laisser Syriza remettre à niveau la protection sociale et les services publics en Grèce. Est-ce qu'on va dire voilà, pendant 5 ans on vous laisse effectivement faire des politiques pour repartir. Actuellement, le PIB de la Grèce est inférieur de 25% à ce qu'il était en 2008. Et la priorité, c'est de retrouver ces 25% manquants. Voilà, écoutez, merci beaucoup. On va terminer sur ces mots et bien sûr sur le petit jingle. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, donc c'était notre 15e ou 16e, je ne sais plus, émission en partenariat avec l'association pour une constituante. Merci en tout cas à Henri Sterdignac d'avoir été avec nous ce matin. Merci Louis et merci André. Donc le nouveau manifeste des économistes atterrés vient de sortir. Et donc évidemment, vous approfondissez dans cet ouvrage ce qu'on n'a pas pu développer ce matin, c'est-à-dire tous les chantiers que vous proposé pour une politique alternative, évidemment. Une nouvelle économie solidaire, écologique et sobre. Voilà. Je me souviens. Voilà. Et c'est en vente partout au prix de 10 €. Aux éditions Les liens qui libèrent. Les liens qui libèrent. Très bon. Voilà. Voilà, donc merci pour tout ça. Je vous retrouve mercredi prochain entre 8h et 9h. Merci Serge qui a réalisé l'émission. Très bonne journée à l'écoute d'Aligre FM. Des blocs polis, donc des pierres, des marbres polis. Ils sont très forts, tous ces vieux lettrés, parce qu'ils disaient qu'en fait, et cette formation rocheuse, cette formation minérale, qui représente tout le principe